Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois à l'émission spéciale du Téléhandicap. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir une personne de la France qui sera accompagnée de son assistante de vie. J'ai nommé Madame Marie-Pierre Blanchet et Monsieur Sylvestre. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va très bien. Écoutez, c'est un privilège pour nous de vous rejoindre aujourd'hui et surtout de parler avec une personne qui représente pour le handicap le symbole de la ténacité et de la persévérance. Nous sommes vraiment heureux pour savoir qu'il y a dans l'autre océan, les vieux pays du monde, là, qui est l'Europe, ces personnes qui vivent l'handicap, mais qui le pratiquent aussi avec les personnes valides. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux très aujourd'hui, Madame Blanchet, de vous accueillir. Et je voudrais savoir en premier lieu, une première question. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre acheminement depuis votre jeunesse, ou plutôt depuis votre premier contact direct avec votre handicap? Vos parents avaient-ils un rôle quelconque dans votre développement? Je suis la dernière de 11 enfants. Mes parents ont voulu m'élever comme les autres. À 5 ans. À 5 ans et demi, je suis allé dans une institution. Et c'est la première fois c'est à partir du moment où elle s'est retrouvée dans l'institution qu'elle s'est rendue compte que ce que c'était que le handicap. Dans sa famille, dans ma famille, on parlait pas dans ma famille, on parlait pas du handicap. On vivait avec ma différence. Mais mes frères et sœurs, m'emmenaient partout avec eux. Quand j'étais dans l'institution, j'ai pas compris. Je suis allé à l'école. Et en institution. En rééducation. Et c'est parti de là. Mon évolution. Après, je suis allé au collège, lycée, à la fac. J'ai eu une licence de lettres modernes. Une licence de lettres modernes. Voilà pour la présentation. Et à la faculté, vous avez obtenu une licence.
C'est ça. C'était une licence en quoi exactement et qu'est-ce qu'elle vous a donné comme accomplissement? Licence de lettres modernes, ça s'appelle. De lettres modernes. Ouais. Bon, maintenant, vous avez eu cet événement, cet avancement dans votre vie parce que vous avez dû utiliser une certaine méthode de Bliss qui est sous forme d'un répertoire de symboles qui s'utilise comme un dictionnaire pour le lexique des images ou celui des significations. Est-ce que cette méthode, est-ce que cette méthode a été un facteur déterminant dans votre développement humain et intellectuel? Moi, quand j'ai appris, Quand j'ai appris, Quand je l'ai apprise, j'étais tout petit, j'étais toute petite. je n'avais pas encore lu. Je ne savais pas encore lire. Quand j'ai lu, Quand j'ai su lire, j'ai abandonné oui. j'ai vite abandonné le Bliss. On m'a fait des tableaux avec des On m'a fait des tableaux avec des lettres. Est-ce que ce tableau se trouve devant vous sur votre fauteuil roulant? ouais. À l'époque, oui, il se trouvait devant elle. Ouais. Et maintenant, comment ça fonctionne chez vous, cette méthode? Oui, je fais. Maintenant, elle parle et ce sont ses assistants de vie tels que moi qui sommes Okay. les nouveaux tableaux Bliss. On arrive à te comprendre, on arrive à la comprendre et puis on l'aide à communiquer avec les gens. Ça veut dire par l'intermédiaire d'une tierce personne qui utilise votre expression et l'exprime avec sa propre voix? Oui, c'est nécessaire avec les personnes qui ne la connaissent pas. Après, dans son réseau, les amis qu'elle a ou la famille, évidemment, elle n'a pas besoin de nous, parce que les personnes qui la connaissent de longue date la comprennent. Mais sinon, c'est le fonctionnement, on est là, on est toujours avec elle de toute façon. Puis comme on est en train de le faire là maintenant, on l'aide à se faire comprendre face au monde. Avec Sylvestre, avec moi. Quand je suis arrivé, j'ai pas mis longtemps à te comprendre. Oui, après, ça prend un peu de temps de toute façon pour peaufiner. Et puis là, des fois, je la fais répéter aussi, comme vous pouvez le constater. Et on rigole bien. Ouais. Et ce qui confirme une fois de plus qu'avec les personnes vivant avec la paralysie cérébrale ou l'infirmité motrice cérébrale, comme vous disiez en France, on arrive avec le temps de partager et de capter les messages que vous prononcez, malgré votre difficulté. Donc, avec le temps, avec l'expérience, ça devient comme une vie normale, un contact normal. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord, ouais. C'est exactement ça. D'ailleurs, je confirmais cette hypothèse dernièrement. On devient des habitués à des termes, à des mots. On prend un mot pour construire une phrase avec ça. Oui. C'est très bien. Oui, des fois on comprend de travers, puis c'est pas grave, on se fait répéter. Et puis Marie-Pierre, elle préfère qu'on la fasse répéter plusieurs fois, quitte à ce que ça prenne du temps, plutôt qu'on fasse comme si on avait compris. Et voilà, des fois il y a des gens qui sont gênés quand ils la rencontrent et qui vont acquiescer très rapidement, mais elle voit bien que les gens ils n'ont pas compris. Puis il n'y a pas vraiment de communication, alors elle préfère que ça soit, même si c'est laborieux, au moins on se comprend. Voilà. Je voudrais compléter avec un point important. Vous venez de dire et d'entendre, moi, le mot gêner. Les gens sont gênés de voir, est-ce que en France, les personnes handicapées sont à quel niveau
respecté par les personnes valides? Y a-t-il un pourcentage? Comment ça se passe-t-il en France? Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il y a comment espèce D'après mon expérience, avec moi, ça va. avec moi, ça va. Il y a un respect. Le Un respect est respect. total, là. C'est très important d'entendre ça, là. Oui, oui. C'est vraiment très important d'entendre ça. Il y a cette Oui, réciprocité positive entre vous et les personnes valides, là. Mais ça qui peut j'ai fait je sais plus. ça dépend des personnes handicapées, ça dépend du type de handicap peut-être. Avec moi, ça va. Il peut y avoir de la gêne en effet, mais il y a pas de, il y a rarement. Enfin moi, ça fait 5 ans que je travaille auprès d'elle. Je n'ai jamais vu des paroles déplacées ou C'est intéressant. C'est une très bonne nouvelle et je suis content d'entendre ça, là. Vous faites une partie intégrante de la société. avec sourire. Avec le sourire. Ça aide. Marie-Pierre, elle est très expressive au niveau de ses yeux et de son sourire. Donc, il y a beaucoup d'informations qui passent sans la parole. Sans la parole, déjà. Ça veut dire que vous parlez avec vos yeux, avec votre cœur aussi, là. Oui. Puis C'est bien, c'est bien. son C'est très visage ne bien. fait pas semblant. C'est très bien d'entendre ça de votre part, Marie-Pierre. C'est vraiment très important. Maintenant, on va aller vers votre vie active, votre vie intellectuelle. C'est beau, on a fait nos diplômes, mais vous avez produit 3 livres. Vous êtes auteur de 3 livres. En fait, avant, j'ai fait un petit Avant, j'ai fait de la peinture, témoignage. de la danse. Je suis motivé pour photo. Elle a fait modèle photo aussi. Et elle lit beaucoup. Je me suis mis à écrire. Très bien. 15 Il y a à peu près 15 ans. Mais vous êtes une femme modèle. Oui. Mais Oui. vraiment, elle a fait la peinture, la danse, mais est-ce que c'est sûr, vous avez dansé sur votre fauteuil roulant? Oui. C'est Oui, très bien, c'est très bien. avec des chorégraphes Et avec des sur chorégraphes. Et je vous informe qu'on a un membre de notre association et nous sommes fiers qui vit un handicap lourd, même très lourd, et qui a été l'héroïne d'un court-métrage qui a été présenté en Grèce sur la danse avec un D'accord. chorégraphe. Donc oui, et nous sommes fiers de voir cette spécificité pour dépasser les lignes rouges. C'est très intéressant. J'apprends ça. Vous avez mélangé tout ce qui est beau ensemble. Donc, parlez-nous maintenant du premier livre, Intrépide Marie-Chaussette. C'est quoi? En fait, En fait, Marie Chaussette, c'est une petite fille qui a des particularités motrices, qui bouge dans tous les sens, qui parle avec les yeux, qui adore manger et qui est intelligente et qui veut à tout prix réussir à parler, qui veut à tout prix réussir à apprendre à lire.
comme ses frères et sœurs. comme tous ses frères et sœurs. C'est incroyable. C'est très intéressant comme résumé. J'espère, après, les gens auront le temps d'aller voir pour acheter ces livres-là. Mais maintenant, vous avez aussi écrit un deuxième livre, parce que j'en ai plein de questions pour vous aujourd'hui. On va aller de l'avant. Et avec un titre impressionnant, Les élans de cœur d'une femme assise. Ça m'a touché, votre titre. Voulez-vous nous parler à cœur ouvert de ce livre-là? C'était un moment de ma vie où j'avais une rupture amoureuse. où j'avais eu une rupture amoureuse. Et j'ai fait des mots avec des petites nouvelles. J'ai voulu faire des petites nouvelles sur la féminité, sur la sensualité et sur la sexualité. Ce sont des nouvelles poétiques. Poétiques, ouais. Il Il y a aussi une nouvelle sur la vieillesse de mes parents, sur la maladie de mes parents aussi. Une autre, il y en a une autre sur l'amour. Là, j'ai pas le mot. S, A, V. Les saveurs. Il y en a une autre sur les saveurs aussi. Ok. Je suis très gourmande. Et gourmande. Les gourmettes. OK. Et on va aller maintenant vers votre troisième livre, Un autre intrépide de Marie Caboche. C'est qui Marie Caboche et c'est quoi cette histoire-là? C'est donc la suite de Marie Chaussette qui a grandi. Marie me demande de prendre le relais pour l'expliquer rapidement. Du coup, ça part de ses 10 ans et c'est la suite de son développement au sein de l'institution, d'une nouvelle institution. Donc de ses 10 à ses 14 ans. Et voilà, elle a beaucoup travaillé sur celui-là, elle allait chercher un peu des souvenirs, elle a fait beaucoup de travail de recherche, elle se replongeait un peu dans des musiques ou des événements de ces années-là. Et elle a beaucoup documenté son livre. D'ailleurs, il est beaucoup plus imposant que le premier. Oui. Et voilà, c'est de ses 10 à ses 14 ans. Je ne parle pas trop du handicap. Le handicap est en toile de fond, mais l'important, c'est la petite fille qui est en train de devenir une ado, qui se développe et qui veut aller au collège. Elle a un nouvel objectif, c'est d'aller au collège. C'est très, 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 très beau. D'ailleurs, ces 3 livres se trouvent partout dans les librairies chez vous ou ça se commande par Internet? Avez-vous
une adresse quelconque à nous fournir? On peut les commander sur Internet. Et dans certaines librairies aussi. Après, c'est disponible sur... les 2 premiers livres, ils sont sortis chez l'éditeur qui s'appelle L'Harmattan. Oui. Sur leur site à eux, on peut le commander. Et le 3e livre, celui qui vient de sortir, donc Marika Bosch, là, elle a changé d'éditeur. Elle est chez une maison d'édition qui s'appelle Grard Édition. Peut-être qu'on pourra le mettre après en description. Et tu veux que je montre? Bah, je suis pas sûr là. Et voilà, mais sur le site de la FNAC aussi? Partout? La FNAC aussi? À la FNAC aussi? Sur le site de la FNAC. Vous êtes partout en France, là. Vous êtes partout en France, surtout l'Harmattan, c'est très connu comme éditeur, là. Oui. Maintenant, c'est beau, on va rester dans le même domaine, mais maintenant, sur le plan social. Vous êtes intervenante autour du handicap moteur, en milieu scolaire, en centre des formations médico-sociaux. Quel est votre rôle dans ces endroits et surtout la réaction des participants envers vos interventions? Ce sont des endroits extrêmement bien entourés. Vous êtes dans les écoles avec les enfants et les centres sociaux et c'est pas si facile que ça de s'engager dans ce processus. Vous allez avoir une volonté extrêmement forte pour pénétrer ces endroits. Pourriez-vous nous parler un petit peu de cet engagement sociétal et surtout votre vie, cette réciprocité des personnes envers vous? En fait, je suis assez sociable. J'ai envie d'aller vers les gens. J'ai envie d'aller vers les gens. Pour expliquer le handicap. Pour dédramatiser le handicap. Qui a une mauvaise presse. Et pour moi aussi. Vivre avec un handicap. C'est pas. C'est pas gênant. C'est ce que tu veux montrer. Et dans les écoles, c'est à quel âge la majorité de vos interventions à des enfants? De quel âge, là? De quel cours, de quelle classe? Elle a fait un peu tous les âges. Elle a fait... Tous les âges. Elle adore intervenir auprès des petits. Ils font des câlins. Ils font des câlins. J'aime bien les ados aussi. Ils sont vrais. Ils sont plus spontanés. Parfois, il y a des questions plus spontanées qui sortent que face à des adultes qui ont déjà plus de filtres. Les adultes. Des fois, les adultes, j'ai envie de les bousculer. Bon. Et dans les centres médico-sociaux et dans les écoles, vous ressentez la même réciprocité ou un petit peu différent? C'est un peu plus formaté. Et il faut les déformater. C'est pour ça que c'est intéressant d'intervenir dans les centres de formation aussi.
Je peux dire. Là, il y a 2 semaines, je l'ai accompagné dans un institut de formation avec des personnes qui allaient être en France. C'était moniteur éducateur. Donc, c'est 2 années d'études pour ensuite travailler auprès de publics spécifiques, comme des personnes handicapées physiques, moteurs ou autres. Et c'est vrai qu'il y a des gens, souvent, ça met un peu des claques, les interventions de Marie-Pierre, puis ça fait réfléchir les gens sur leurs futures pratiques ou leurs pratiques actuelles, ou des gens qu'elles ont rencontrés, des personnes qu'elles ont accompagnées sans vraiment se rendre compte parfois de ce qu'elles pouvaient générer dans leur fonctionnement, dans leur réflexion. Voilà, elle fait réfléchir. L'idée, c'est de faire réfléchir notamment des futurs professionnels et voilà, de leur montrer que on peut être différent physiquement, mais d'être tout à fait capable de plein de choses. Mes assistants de vie qui ne sont pas formés. La plupart de ces assistants de vie ne sont pas formés à ce métier-là spécifiquement. C'est toi qui formes. C'est elle qui nous forme ou qui nous déforme. C'est bien, c'est bien. C'est mouvementé quand même. Vous avez une vie mouvementée en France. Comme toi. Elle est mouvementée, voilà. C'est bien. Allant dans le même sujet, mais différemment maintenant, ce qu'il vous rapporte, ce qu'il vous donne, l'État. On sait très bien. Parlez-nous un petit peu de ce qui se passe en France sur le plan juridique, ce qu'ils font les législateurs pour vous au niveau d'un appui financier aux personnes handicapées. À titre d'exemple, la loi 5 du mois de février de 2005, surtout ce qu'il vous donne une présence et vous établissez un planning pour des personnes jour et nuit avec vous. Ce qu'on trouve, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voulez-vous nous parler de cette loi? Oui. Et qu'est-ce que vous rapporte? Qu'est-ce qu'elle vous rapporte? Cette loi-là m'a changé la vie. Au début, il y avait, quand elle a pris son premier appartement, en 1999, cette loi n'existait pas. Il fallait se débrouiller et faire du bricolage. À partir de 2005, ça a été la révolution. J'ai eu droit à... Elle a eu le droit à 23 heures d'aide humaine par jour. C'était un changement radical, c'était bien. Elle fait de l'emploi direct, Marie-Pierre. Je vous explique. Du coup, elle fait de l'emploi direct. Donc, nous, on est employés en tant que moi, je suis en CDI auprès d'elle. On ne passe pas par une institution, une entreprise. Il n'y a pas d'intermédiaire. Puis c'est elle c'est mon employeuse, c'est ma patronne. Je suis son salarié. Et en effet, c'est elle qui fait tous les mois les plannings on est une équipe de 6. Voilà, dès que moi je pars, il y a quelqu'un qui arrive qui me remplace. Et donc financièrement, surtout la loi a amené à la PCH, la prestation de compensation handicap, qui fait que tous nos salaires sur le papier, quand tout va bien, sont intégralement reversés à Marie-Pierre. Donc elle, c'est quelque chose qui ça ne sort pas de sa poche. Tous nos salaires sont payés par les impôts français, par l'État et par les contribuables, quoi. Et si j'ai bien compris, c'est très important ce que je viens d'entendre là, c'est que ces personnes sont autour de vous jour et nuit en respectant complètement votre intimité et votre vie privée. Mais vous n'êtes pas seul 24 heures sur 24. Tout le monde est tout autour de vous. Et l'État vous propose ça et vous accorde ça. Oui, bon, là,
10 ans. Pendant 10 ans. Après, il faut refaire un dossier. Il faut refaire un dossier tous les 10 ans pour prouver qu'on est toujours dans les mêmes besoins d'accompagnement. C'est impressionnant. C'est bien. C'est sûr que c'est bien. C'est un dispositif qui existe nulle part ailleurs. En France. Après, Après, ça dépend des départements aussi. C'est une réalité en France. Il y a des départements qui sont plus ou moins bien lotis. Ben, c'est aussi en fonction peut-être de l'argent qui gravite un peu dans ces régions. Et plus une région est sinistrée, je pense, financièrement, moins les heures sont accordées facilement. C'est-à-dire que quelqu'un comme Marie-Pierre, dans un département qui serait peut-être un peu plus sinistré que la région dans laquelle on est, peut-être que Marie-Pierre n'aurait pas les 24 heures. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'en fonction des lieux en France, il y a des endroits où c'est plus ou moins difficile d'avoir accès à ces heures d'accompagnement. Ici, dans l'Hérault, nous on est dans l'Hérault, donc dans la ville de Montpellier. Ici, c'est une des régions en France où il est reconnu que c'est le plus simple, entre guillemets, de pouvoir vivre avec son handicap parce que les aides sont assez conséquentes. En tout cas, sur ces histoires d'heures, les 24 heures lui sont accordées. On sait, Madame Blanchet, que les lois sont appliquées par les autorités, par l'État. Et on sait très bien en France qu'il y a les régions, il y a les départements. Est-ce que c'est une loi régionale, départementale ou c'est une loi qui relève de l'État? Non, c'est une loi qui est censée toucher tout le monde et qui vient de l'État. C'est pas une loi locale, mais l'application parfois est locale en fonction des moyens ou des envies aussi politiques. Hein, c'est de la politique aussi. Et des priorités, on va dire, des régions. L'APF, l'Association des paralysés de France. Dans l'Hérault. Il y a un service d'accompagnement qui a été créé par l'Association des paralysés de France qui existe notamment dans l'Hérault, qui s'appelle le SAED, et qui accompagne tous les particuliers employeurs comme Marie-Pierre, et qui les aide beaucoup, qui les accompagne dans les questions juridiques, administratives, qui peut les aider à faire des contrats de travail, à faire des choses. Et ça, c'est une ressource énorme. Et ça n'existe pas partout. C'est énorme. Ouais. Ils font un très bon travail, et humainement, ils sont aussi c'est des gens très chouettes. Ils aident beaucoup. Quand on a cette particularité, Madame Blanchet, on garde une jeunesse éternelle et on s'éloigne des maladies. Je sais. Que vous ne souffrez pas psychologiquement, exactement ça. Je suis conscient de ce que vous venez de nous dire là. Bravo. Écoutez, chaque belle chose a une fin, mais je n'ai pas terminé avec vous là. J'ai une dernière question importante et j'y tiens à avoir votre réponse avec transparence comme d'habitude. Madame Blanchet, chez nous, il y a un sujet très important au niveau du droit médical à mourir. Qu'en pensez-vous du droit médical à mourir et plus spécifiquement pour les personnes vivant avec la paralysie cérébrale, ce qu'on appelle le neuromoteur? Qu'en pensez-vous? C'est compliqué comme question. Pour moi, si j'étais malade, si c'était la fin, je pense que je souhaiterais mourir. Mon papa, son père, mon père. Il a la maladie d'Alzheimer. Oui. Il ne peut plus demander à mourir. Et c'est dur.
C'est dur de le voir dans cet état depuis des années. Et d'un autre côté, je me dis, d'un côté, j'ai envie de le voir partir. Même si c'est son père. OK. De le voir dans l'EHPAD, ça me fait mal au cœur. C'est le plus dur, c'est ça, c'est de le voir dans ce contexte et dans cet état-là pendant des durées indéterminées. C'est exact. Madame Blanchet, c'était un grand honneur pour moi de vous avoir avec nous aujourd'hui à Téléhandicap. Continuez votre beau combat et votre engagement sociétal et humain, parce que c'est avec des personnes comme vous qu'on va se réaliser pour se dépasser ensemble, pour un meilleur lendemain. Et ce n'est que nos revoirs. Merci beaucoup pour votre présence et aussi merci beaucoup à M. Sylvestre pour sa participation active. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Oui. Au revoir.